fait un tour des causes ECG que je vais faire. Alors, pour faire un tour sur les causes ECG, simplement la plus-value, elle était pas énorme. Je vais faire un vrai tour sur 5 codes ECG parce que je pense que c'est tout ça que vous a apporté quelque chose. Donc, là, on va faire syncope. Syncope, on va voir le temps que ça prend. Ça dépend un peu des questions, etc. Ça peut, généralement, ça va être à 1h45. Seulement, le cours devait être prévu à 14h. Pensez, il y a 2 heures de siège, éventuellement, demander si une troisième heure, éventuellement faire la fixation axiale. Parce que la FA, ça demande 1 heure un petit peu plus, en plus de faire 10 minutes de pause. Donc, écoutez, je sais pas si on va parler avec vous aujourd'hui, je propose qu'on passe à 5 heures, on voit le temps que ça prend, où on en est, dans quel état vous êtes, en fonction de quand on veut faire la FA derrière, ou pas. Alors, donc pour la syncope, un gros item de votre programme, c'est évidemment un item extrêmement classique à l'EDN. D'ailleurs, vous trouvez à l'EDN 2025, c'est vraiment le quotidien en termes de mesure, etc. Donc, évidemment, pour que vous soyez, il faut stacker la gueule. Alors, c'est très important avant de commencer le cours que vous ayez en tête que le cœur, c'est un des organes qu'on maîtrise le mieux en médecine. Et donc, la première erreur que vous pourriez faire, c'est apprendre par cœur. Et donc, tout l'objectif de ces cours-là, on va faire un tour plus tard, c'est vraiment d'essayer de vous faire comprendre le pourquoi des choses, la physiologie, la physiopathie. Parce que vraiment, en cardiologie, si vous arrivez à comprendre les concepts, et bien, les petits trucs à apprendre par cœur, ça viendra tout seul. Et la cardiologie, ça sera la matière la plus facile à bosser pour vous pour EDN. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on fait une première partie du cours aujourd'hui, rythmologie. Et il y aura une deuxième partie qui est, je crois, vers le 19 juin. Dans les séries, je ne vais pas vous faire de bêtises. Bon, en fait, ouais, tout à le vendredi 19 juin, on a mis 3 heures de révision cardio-EDN pour les DD. Ça n'a aucun sens de faire les deux, faire le constitutionnel par rapport à l'IQS. Donc, c'est pour les deux, ça n'a rien qui dit, c'est pour vous, cette séance-là. D'accord. Donc, le 19 juin, on verra un peu l'autre partie du programme de cardio, tout le structurel. Et ça sera 3 heures, voire 3 à 4 heures si on a possibilité d'avoir en tout. Ça sera la deuxième partie de votre de cardio. Oui, cette fois. Alors, les formes ah ouais? Ouais, c'est fini. On peut donc, pour la cardiologie, vous savez, ce qu'il faut pouvoir référer sur la cardiologie, ce que les armes faire, c'est la recommandation de la Société européenne de cardiologie, l'ESC, l'Européenne Société de cardiologie, parce que tous les cardiologues de France connaissent par cœur, d'ailleurs, parfois eux qui les écrivent. Vous, sur le dernier collège qui est sorti en 2025, évidemment, il est à jour sur toutes les dernières recos. Donc, vous n'allez pas vous prendre la tête là-dessus. Ce qui va sortir cet été en août, ça ne concernera pas votre EDF. Allez, on avance. La syncope. Syncope, qu'est-ce que c'est? La syncope, c'est une perte de connaissance qui est brutale, réelle, datant de toute une durée de quelques secondes, avec une reprise de conscience immédiate. Ce qui fait qu'on perd connaissance, le mécanisme, c'est qu'on a une diminution du débit cérébral. Et en fait, si vous voulez, il suffit que notre cerveau ne soit pas perfusé pendant quelques secondes, que hop, on tombe par terre. Le phénomène de Stroess-Adams, ça veut juste dire syncope d'origine technique. Plus personne n'utilise ce terme-là, mais ça traîne encore parfois dans les étudiants. Et la lipothymie, c'est un malaise, mais qui ne va pas jusqu'à la perte totale de connaissance. Donc en fait, si vous voulez, la lipothymie, c'est une diminution du débit cérébral, mais pas assez longtemps pour entraîner la perte de connaissance.
Et donc, comme c'est la même cause qu'une syncope, une diminution du débit cérébral, et bien c'est pour ça qu'on vous dit que devant une hypothymie, eh bien, il y a le même bilan à tenir que devant une syncope. Alors, attention, piège EDN classique. Les myoclonies, ça peut arriver dans les syncopes. D'accord? Souvent, on associe les myoclonies à l'épilepsie, mais non, ça peut très bien arriver dans la syncope. Seulement, elles sont de courte durée et elles débutent plutôt après la perte de connaissance. Alors que dans l'épilepsie, c'est plutôt l'inverse. Et également, la perte d'urine, pareil, souvent on associe la perte d'urine à l'épilepsie, mais non, on peut très bien avoir une perte d'urine dans les syncopes un petit peu prolongée, parce que dans la syncope, qu'est-ce qui fait qu'on tombe par terre? C'est qu'on a un relâchement de tous les tonus musculaires, dont les tonus sphinctériens. Donc c'est pour ça qu'on peut très bien avoir une perte d'urine dans la syncope. Ce qui est vraiment spécifique de l'épilepsie, c'est la morsure de langue sur le côté. Alors certains vous diront que la morsure de langue sur le bout de la langue, syncope peut donner ça, parce qu'en tombant par terre, on peut se mordre le bout de la langue. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais ce qui est sûr, c'est quand c'est sur le côté, c'est l'épilepsie. Il y a un autre élément très important dans la vraie vie et pour le l'EDN, c'est la confusion post-critique qu'il y a dans l'épilepsie, mais qu'il n'y a pas dans la syncope. C'est-à-dire qu'un patient qui fait une syncope, il a une reprise de conscience immédiate. C'est-à-dire qu'il marchait tranquillement comme ça dans la rue, puis hop, il tombe par terre, et quand il se réveille, il est tout de suite bien. Il est par terre, il fait ah merde, qu'est-ce que je trouve par terre, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a du monde autour. Alors qu'un patient qui fait une crise d'épilepsie, au moment où il se réveille, il est complètement dans les vagues. Et en fait, le moment où il revient vraiment à nous, c'est dans le camion des pompiers. Vous voyez, beaucoup plus longtemps après, les pompiers ont le temps de venir, etc., etc. Ok? Ça, en 10 ans, c'est tombé 3 fois le même, à peu près, cet élément. Quel élément le plus important pour distinguer une syncope d'une crise d'épilepsie, c'est l'absence de confusion post-critique dans la syncope, mais qu'il y a dans l'épilepsie. Bon, je parle beaucoup d'IDM, mais c'est juste que ça fait 10 ans que je fais des comptes infernales, c'est pas rapide langage, donc les D2, je sais pas comment vous voulez, c'était pour la partielle, et vous, c'est plus important pour vous. Alors, les étiologies des symptômes. Quand vous avez un listing de trucs à apprendre par cœur, il ne faut pas apprendre par cœur. Pour repartir de qu'est-ce que c'est qu'une syncope? Une syncope, c'est une diminution du débit cérébral. Donc, vous vous dites, ok, qu'est-ce qui peut m'entraîner une diminution du débit cérébral? Eh bien, soit on a un arrêt du débit cardiaque, ok, avec soit une pause électrique, avec un trouble de conduction, une pause ou une bradycardie, ou à l'inverse, un trouble du rythme. Je vous rappelle le vocabulaire, ce qu'on appelle trouble de conduction, c'est tout ce qui relève des bradycardies, d'accord? Donc c'est tous les blocs, les BSA, les BAV, etc. Et ce qu'on appelle trouble du rythme, c'est tout ce qui relève des tachycardies, qu'on va dichotomiser en tachycardie d'origine supraventriculaire et en trouble du rythme d'origine ventriculaire. Donc soit on a un arrêt du débit cardiaque par une pause électrique, par un trouble de conduction, une pause, une bradycardie, ok, logique, soit à cause d'un trouble du rythme, soit ventriculaire, donc par exemple une tachycardie ventriculaire extrêmement rapide à 200-250 par minute, et du coup, le ventricule gauche, il a à peine le temps de se remplir que directement il se contracte. Donc il a le temps de se remplir de quasiment rien et de forcément avec la d'après, quasiment rien pour le sang. Dans le cadre d'une pause post-réductionnelle d'un trouble du rythme supraventriculaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est typiquement les patients qui font des pauses post-réductionnelles de FA. C'est-à-dire que un patient qui fait de la fibrillation atriale, eh bien, il a ses oreillettes qui se dépolarisent extrêmement rapidement, là, à 300, 400, 500 par minute. Et parfois, les patients qui font de la FA, eh bien, ils se réduisent spontanément, ils reviennent spontanément au rythme sinusal, la FA s'arrête spontanément. Et parfois, le nœud sinusal, il peut prendre quelques secondes avant de réaliser que les oreillettes ne sont plus en FA et que c'est à lui de reprendre le relais. Et donc, il peut se passer une pause de 3, 4, 5, 6 secondes post-réductionnelle, ce qui fait que du coup, le patient va syncoper la tête. Vous voyez, par exemple, ici, là, vous avez un patient qui est en fibrillation atriale, vous voyez un rythme irrégulier avec fluorescence sans son cœur individualisable. La FA s'arrête spontanément. Et là, le temps que le sinusal se dit, ah, il n'y a plus personne, oh,
ok, c'est à moi de reprendre le relais, et bien, il y a une pause qui peut faire 3, 4, 5, 6, 7, 8 secondes, et du coup, on peut syncoper là-dessus. D'accord? Donc, syncope, pause électrique, trouble du rythme, soit un trouble de rythme ventriculaire, une TD rapide, soit une pause post-tributionnelle, classiquement une tachycardie supraventriculaire. Donc, soit on a une cause électrique à l'arrêt du débit cardiaque, soit on a une cause mécanique à l'arrêt du débit cardiaque avec une obstruction à l'éjection du cœur. Et donc là, on va retrouver toutes les causes classiques, une embolie pulmonaire massive avec un caillot dans l'artère pulmonaire tellement important que du coup, le sang il ne peut plus passer, donc il ne peut plus aller remplir le ventricule gauche, il ne peut plus être éjecté vers l'avant. Une thrombose de vague mécanique mal anticoagulée. Une tamponade avec tellement de liquide autour du cœur que ça finit par écraser les cavités cardiaques droites ne se remplissent plus. Un myxome obstructif de l'oreillette gauche, alors ça c'est écrit dans le collège, j'en ai juste mis un pour que vous voyez concrètement à quoi ça ressemble. En fait, un myxome, c'est juste une tumeur. En fait, c'est une tumeur de l'oreillette gauche. Merde, ça a bloqué. Vous voyez, c'est une tumeur de l'oreillette gauche qui, de temps en temps, selon les mouvements, peut venir s'enclaver dans la valve mitrale ici, et du coup, boucher les passages du sang de l'oreillette gauche vers les ventricules. Et enfin, les grandes causes classiques d'un rétrécissement aortique serré, où parfois dans le grade serré, la valve aortique elle s'ouvre tellement peu, voire tellement pas que le sang il ne peut plus passer, ou la cardiomyopathie hypertrophique, et là la syncope survient surtout à l'effort. Bon, en fait, le principe de la CMH, c'est qu'on va avoir une hypertrophie anormale très importante des parois ventriculaires, et là vous avez un cœur anormal, là vous avez une CMH, et parfois, cette hypertrophie du septum peut être tellement importante qu'elle vient boucher le passage du sang de sortie de ventricule gauche vers la horte. Et ça survient surtout à l'effort, parce qu'à l'effort, par définition, le ventricule gauche il se contracte plus fort. Et donc, cette partie-là, elle va plus par là-bas, donc elle peut boucher le passage du sang. Ok, donc soit on a un arrêt du rythme cardiaque comme cause d'hypoperfusion cérébrale, soit on a une hypotension, et là il y a les deux grands types d'hypotension que vous connaissez, l'hypotension orthostatique avec un contexte de levée, et l'hypotension réflexe vasovagale ou avec l'hyperréflexie carotidienne. Et donc quand vous avez une question, quelles sont les causes de syncope que vous connaissez, et bien vous prenez chaque item et vous dites, ok, est-ce que ce truc-là il peut m'entraîner un arrêt du débit sanguin cérébral? Si oui, gauche. Okay. Alors, bon, on va aller rapidement sur les types d'hypotension parce que ça, vous connaissez bien l'hypotension orthostatique. D'accord, définition, c'est la systolique qui chute de plus de 20 mm de mercure ou la diastolique qui chute de plus de 10 mm de mercure en position debout, ok, ça aussi se passe en LDL, ou de la systolique qui passe en absolu à moins de 90 mm de mercure. Et bon, ça, tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus parce que c'est vrai que si part de 92 et qu'il arrive à 89, c'est pas forcément significatif. Quand même, pour l'hypotension orthostatique, évidemment, il faut au moins un contexte de levée vitale. Et quand vous faites votre test d'hypotension orthostatique, allongé depuis debout à 1, 2 et 3 minutes, eh bien, vous devez regarder la fréquence cardiaque. Normalement, quand il y a une hypotension, eh bien, les nerfs qu'il y a sur les vaisseaux sont censés capter qu'il y a une hypotension et du coup, aller dire au cœur de s'accélérer et de compenser. Normalement, on a une tachycardie compensatrice qui est un mécanisme adapté. Donc, ça, de toutes les causes secondaires à une hypovolémie, une déshydratation, des médicaments antihypertenseurs, une anémie, une insuffisance veineuse, du coup, le sang est stagne dans les veines des membres inférieurs, il ne peut plus remonter vers le haut du corps. Soit quand vous faites votre test d'hypotension orthostatique, vous avez une bradycardie ou une non-tachycardie paradoxale. Paradoxale parce que c'est pas normal d'avoir une bradycardie lors d'une hypotension. Ça veut dire que les nerfs qu'il y a sur vos vaisseaux n'ont pas capté l'hypotension et du coup ne sont pas allés dire au cœur de s'accélérer. Donc c'est un problème de nerfs. C'est pour ça qu'on appelle ça l'hypotension orthostatique neurogène. Et là, on va dans toutes les causes de dysautonomie, Parkinson, Guillain-Barré et compagnie. Vous pouvez très bien avoir l'EDL, un dossier de Parkinson, où les deux premières questions, c'est une syncope par une hypotension orthostatique. On vous met un test, une bradycardie paradoxale. Il faut savoir évoquer les Parkinsons. Et le traitement, bon, pour moi, avec le type, nous reconnaissons les symptômes. Je ne passe un peu vite là-dessus, généralement, vous maîtrisez assez bien ces trucs-là. Pareil pour les contentions vagales, je suis un peu vite là-dessus parce que ça, vous maîtrisez. Voilà, un truc important, c'est l'hyperréflexie carotidienne. L'hyperréflexie carotidienne, le principe, c'est au niveau de nos carotides, ici, on a des barorécepteurs qui, quand ils sont stimulés, ils stimulent le nerf vague
Et en fait, le nerf vague, il est branché sur le cœur, et quand il est stimulé, il ralentit le cœur. Il y a des patients qui sont extrêmement sensibles au niveau de ces barorécepteurs carotidiens. Et du coup, dès qu'ils mettent un col de chemise un peu trop serré ou alors qu'ils se rasent, eh bien, ils stimulent ce barorécepteur. Du coup, ça stimule le nerf vague, ils font la bradycardie et ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit dans la recommandation et vos bouquins, on fait un massage sino-carotidien dès qu'on a une suspicion clinique de ce truc. Attention au piège EDN classique, toujours ausculter la carotide du patient avant, parce que s'il y a un souffle carotidien, c'est que par définition, il y a une sténose carotidienne, donc une plaque d'athérome. Et donc, si vous massez un petit peu trop fort, vous pouvez décrocher la plaque d'athérome, faire un AVC. Ça, c'est pas très classe. Et attention, donc piège, on peut imputer la syncope à une hyperréflexie carotidienne seulement si le massage reproduit la symptomatologie avec une pause de plus de 3 secondes. Okay, ou alors une pause de plus de 6 secondes en absolu, mais quand la pause est au-delà de 6 secondes, les patients sont toujours symptomatiques. C'est des trucs en moins à apprendre. Autrement dit, ici dans un QCM, on vous met un massage sino-carotidien, on vous met un tracé, vous voyez une pause de 4 secondes. Et on vous dit clairement dans l'énoncé, il n'y a pas de reproduction de la symptomatologie, eh bien ça ne pose pas le diagnostic de syncope sur hyperréflexie carotidienne. Quand c'est pause de plus de 3 secondes, symptomatique. Ça, c'est un patient chez qui on avait fait un massage sino-carotidien. Vous avez compris le principe, hein, on allonge le patient, on lui met des électrodes de CG, on fait dérouler le CG en continu, et on lui masse la carotide. Il avait commencé ici, et hop, nous sommes toutes lumières. Ça, c'était un autre patient. Donc là, vous voyez, en vert, vous avez la fréquence cardiaque. En rouge, la pression artérielle en live mesurée par un KPA. Là, je commence le massage sino-carotidien, plus de fréquence cardiaque, donc pas forcément plus de pression artérielle. Donc le patient, bah, il chante pas. En courant, il pensait qu'ils en avaient un cardiaque. Et ça, c'est le facteur est bien instrumenté par consulter à la recherche d'un souffle, notamment d'un souffle de rétrécissement. Ensuite, évidemment, on fait un ECG, un massage sino-carotidien pour une exécution clinique, un test d'hypotension orthostatique et assez facilement parce que ça fait rien. Une glycémie d'un ionogramme sanguin, un iono à la recherche d'une dyscalémie, une hypercalémie qui peut suggérer un trouble de conduction ou une hypocalémie qui peut suggérer un trouble du rythme. Alors, pour la glycémie, je sais qu'il y a des contradictions dans vos ouvrages. Classiquement, on dit que tout malaise, quel qu'il soit, doit faire doser une glycémie parce que l'hypoglycémie peut tout donner. Alors, c'est vrai. Néanmoins, une syncope typique à l'emporte-pièce, une hypoglycémie, ça ne donne pas ça. Mais tout patient qui arrive aux urgences pour un malaise ou quoi, il a une glycémie au doigt par l'infirmière d'accueil. Donc, ne vous prenez pas la tête sur la glycémie, on ne va pas vous piéger là-dessus. Et on va faire le EPP très facilement, une échographie cardiaque transthoracique, si on pense qu'il y a une origine cardiaque à la syncope. En tout cas, ce qui est extrêmement clair dans les recommandations et dans vos bouquins, c'est qu'on ne fait pas d'imagerie cérébrale systématique si on ne suspecte pas un AVC ou une crise d'épilepsie. Okay, sauf si on vous dit que le patient, lors de sa syncope, lors de sa chute, a eu un traumatisme crânien et qu'il est sous antiagrégant ou anticoagulant. Dans ce cas-là, oui, on va faire un scanner cérébral non infecté à la recherche d'un saignement intracrânien, mais ce n'est pas systématique, c'est contextuel. Ok? En tout cas, si vous avez une syncope avec un traumatisme, une plaie quelque part, c'est très évocateur de l'origine cardiaque. Okay, parce qu'en fait, les syncopes vasovagales, dans les syncopes vasovagales, par définition, souvent il y a des prodromes de perte de connaissance. C'est-à-dire que dans les syncopes vagales, avant de perdre connaissance, le patient il est pas bien, il est pâle, il a des sueurs, il a la nausée, il a la vision qui se trouble, d'accord? Il a des prodromes, c'est-à-dire des symptômes avant de perdre connaissance. Du coup, il attend de s'asseoir avant de tomber par terre. Alors que dans les syncopes d'origine cardiaque, c'est ce qu'on appelle à l'emporte-pièce. C'est-à-dire que le patient, il faisait sa vie normalement, et d'un coup, il perd connaissance. Et du coup, il n'a pas le temps de se rattraper. C'est pour ça que très souvent, il y a une plaie quelque part. Même si il y avait une plaie, c'est a priori que c'est d'origine cardiaque, et donc il faudra faire l'échographie cardiaque transthoracique. Ok. Alors, maintenant, on va faire un point sur le C.
Alors, le CG. Alors, on va faire un gros point sur le CG parce que maintenant, avec le CG, bah, évidemment, vous savez, il y a tout le temps les parties à l'ETN. Et nous, les cardiologues, quand on est appelé aux urgences, qui ont un avis au CG, souvent on est là, on prend le CG, on a l'air hyper concentré, j'ai la pilule pistée autour, on va devoir réfléchir de ouf et tout. Alors que trop pas, d'accord, c'est que du bluff, la pilule est algorithme assez simple, donc je vais essayer de vous raconter. Voilà, tout d'abord, l'axe du cœur. Vous avez plein de méthodes dans vos bouquins, je conseille vraiment celle-ci, qui est la plus simple et qui marche à tous les coups. Là, le patient, vous regardez de face. Okay, donc vous avez sa gauche qui est là et sa droite qui est là. Pour connaître l'axe du cœur, vous n'avez que trois dérivations à connaître. D1 qui est vers la droite, AVF qui est vers le bas, F comme tout en anglais, les pieds sont en bas, et celle qui est relou à connaître mais que vous devez connaître, qui est B2 ici. Okay, le reste, vous en foutez, ça va. L'axe, il est considéré comme normal, non pas au 0 degré, mais entre moins 30 degrés et plus 90 degrés. Donc, pour connaître l'axe du cœur, vous devez commencer par regarder l'aspect de vos QRS en B1. Si vos QRS sont positifs en B1, eh bien, vous êtes à droite du schéma ici. Ensuite, vous regardez vos QRS en AVF. Si vos QRS sont positifs en AVF, eh bien, vous êtes en bas du schéma ici. Donc, okay, quand on est positif, on suit les flèches, comme les cercles trigonométriques comme ça. Donc, si vos QRS sont positifs en B1 et positifs en AVF, eh bien, le cadran qui est en commun, c'est celui-ci. Et donc, l'axe, il est normal. Maintenant, si vos QRS sont positifs en B1, mais négatifs en AVF, eh bien, du coup, vous êtes dans ce cadran-là, en haut à droite. Et là, eh bien, vous ne pouvez pas savoir si vous êtes là et que l'axe est encore normal, ou si vous êtes là et que l'axe est hyper gauche. Et bien là, la technique, c'est d'aller regarder en D2, parce que le perpendiculaire de D2, c'est pile ça. Donc, si vos QRS sont positifs en D2, vous êtes là, donc là, et l'axe est encore normal. Alors que si vous êtes négatif en D2, vous êtes là, donc là, et l'axe est hyper gauche. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Hein. Il y avait eu un ECN blanc national en 2019 ou 2020, je ne sais plus. Ils avaient mis un axe positif en D1, négatif en AVF. Tout le monde avait coché axe hyper gauche, alors qu'en D2, c'était positif. Tout le monde s'est bien. Et enfin, si en D1, de base, les QRS sont négatifs, et donc vous êtes à gauche du schéma ici, vous serez dans un axe qui est hyper droit. Okay, vous pouvez regarder en AVF, mais a priori, AVF sera positif. C'est rarissime les axes ici, c'est ce qu'on appelle les axes aberrants. C'est très 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 souvent, pas tout le temps, souvent qu'il y a une mauvaise position des électrons. C'est comme ça que nous, on vous dit parfois, ah tiens, je crois qu'il a inversé les électrons. Ok. On fait deux, trois exemples pour bien se mettre ça en tête. Donc, ici, pour l'axe du cœur, en D1, là, les QRS, ils sont positifs. En AVF, ils sont positifs. Donc, la droite qui est en bas à droite, je suis dans un axe qui est normal. Ensuite, ici, en D1, les QRS, ils sont négatifs. Je suis dans un axe qui est hyper droit. Je peux regarder AVF, mais a priori, AVF sera positif. En effet, il est positif. Je suis bien dans le cadran qui est en bas à gauche. Là-bas, je suis dans un axe qui est hyper droit. Et enfin, l'exemple qu'il faut bien avoir en tête, qui est celui-ci. Donc là, en D1, les QRS, ils sont positifs. En AVF, ils sont négatifs. Je suis positif en D1, négatif en AVF. Je suis positif en D1, négatif en AVF. Je suis dans ce cadre-là. Pour savoir si je suis là ou là, je regarde en D2. Ici, en D2, les QRS, ils sont négatifs. Ici, donc, je suis donc là. D'accord. Donc là, je suis dans un axe qui est hyper proche. Ok. Ensuite, les histoires, et bon, les actions. Les histoires des blocs de mots. Alors, normalement, l'influx, il part d'une sinusade. Il va dépolariser les deux oreilles, ce qui donne l'onde PAECG. Puis l'influx, il arrive au niveau du nœud atrioventriculaire où il s'arrête. Vraiment, il marque une pause, d'accord, qui se traduit par l'espace PR qui est tout là, s'il ne se passe rien. Et ensuite, la dépolarisation des ventricules qui donne le QRS et volonté la repolarisation ventriculaire. Il faut bien comprendre. La dépolarisation d'un ventricule, ça donne un QRS. Et vu que vos deux ventricules se dépolarisent en même temps, et bien les deux QRS de vos deux ventricules sont superposés,
Et du coup, vous envoyez qu'un et il est fin. Bon. Maintenant, si pour une raison quelle qu'elle soit, par exemple un bloc de branche, vos deux ventricules ne se dépolarisent plus en même temps, eh bien vous allez voir votre QRS, enfin vos QRS qui vont s'élargir avec un premier pic qui correspond au QRS du premier ventricule qui se dépolarise, et un deuxième pic qui correspond au QRS du deuxième ventricule qui se dépolarise avec le temps. Donc, par exemple, mettons, on a un bloc de branche gauche. Mettons, la branche gauche, elle est bloquée. Donc, l'impli va venir descendre. Là, c'est bloqué. Donc, l'impli va venir d'abord descendre, dépolariser le ventricule droit, puis par en dessous avec retard le ventricule gauche. Et donc, à l'ECG, vous allez voir votre QRS qui va s'élargir avec un aspect de double pic positif. Moi, j'appelle ça double pic positif. Vous pouvez appeler ça M pour règle de temps si vous voulez. Moi, j'appelle ça un double pic positif avec un premier pic qui correspond au QRS du ventricule droit qui se dépolarise en premier et un deuxième pic qui correspond au QRS du ventricule gauche qui se dépolarise avec le. Donc maintenant, comment savoir si c'est un bloc de branche droit et un bloc, ou un bloc de branche gauche? Eh bien, vous avez déjà tous fait des ECG. Vous savez que vous avez V1, V2, V3, V4, V5, V6. Donc V1, V2, c'est plutôt à la droite du malade, et V5, V6, plutôt à la gauche du malade. Donc si vous avez votre double pic positif en V1 ou V2, c'est à droite, c'est donc un bloc de branche droit. Si vous avez votre double pic positif en V5 ou V6, c'est à gauche, c'est donc un bloc de branche. Ok? Donc, si on veut résumer, simplifier au maximum, comment répondre bien sans se tromper quand on vous demande dans un QCM, est-ce qu'il y a un bloc de branche ou pas? Alors, première question, c'est est-ce que les QRS sont élargis au-delà de 120 minutes? Donc, pour un bloc complet ou à plus de 100 millisecondes pour un bloc incomplet. Si vos QRS ne sont pas élargis, autrement dit, s'ils sont fins, c'est que par définition, vos deux ventricules se dépolarisent en même temps, donc il n'y a pas de bloc de branche. Okay, mais vous arrêtez là, vous ne couchez pas. Maintenant, si vos QRS sont élargis, eh bien, vous devez simplement regarder vos QRS en V1. Si en V1, vos QRS sont positifs, c'est un bloc de branche droit. Ils sont négatifs en V1, c'est un bloc de branche. Okay, ça s'appelle une simplification maximale. Alors, en réalité, ça marche dans 98% des cas. Il y a 2% des cas où ça ne marche pas. Mais maintenant, dans le collège, vous devez tellement en avoir marre que les gens que je fais les blocs de branche, ils ont mis cette méthode-là. Ça a dans le collège. Sur toutes les dernières années, ça a toujours marché. Ça a toujours marché pour les dossiers, cette méthode-là. Donc, ça marchera aussi pour votre livre. Maintenant, je vous dis, alors pas pour vous embrouiller, c'est pour ceux que ça intéresse, la vraie méthode pour savoir de quel côté est le bloc de branche, c'est simplement quand les QRS sont larges, regardez de quel côté, droite ou gauche, se trouve la dernière onde positive du QRS. En fait, la dernière onde positive du QRS sera toujours du côté du bloc de branche. Parce que par exemple, mettons que j'ai un bloc de branche droit, bien l'impli va d'abord dépolariser le ventricule gauche, puis avec retard le ventricule droit. Et du coup, dans les dérivations droites, V1, V2, eh bien, ça va se terminer par une onde positive. La dépolarisation termine vers elle. Alors que si vous avez un bloc de branche gauche, l'impli va d'abord aller dépolariser le ventricule droit, puis avec retard le ventricule gauche. Du coup, dans les dérivations gauche, les 5 D6, D1, RVL, le QRS va se terminer par une onde positive. Vous en foutez, retenez ça, vous allez voir un peu ok, positif blanc, V1, PBD, négatif V1, PBG. Allez, on fait 2-3 exemples. Ici, alors, on voit que j'ai un bloc de branche. Alors, est-ce que mes QRS sont élargis? Oui. Donc, les deux ventricules ne se dépolarisent pas en même temps. Donc, par définition, j'ai un bloc de branche. Pour savoir si c'est droit ou gauche, je regarde les QRS en V1. En V1, mes QRS qui sont positifs. C'est donc un bloc de branche. Ensuite, ici, mes QRS sont élargis. Donc, par définition, j'ai un bloc de branche. Pour savoir s'il est droit ou gauche, je regarde les QRS en V1. Ici, en V1, les QRS sont négatifs. J'ai donc un bloc de branche. Et enfin, le dernier, ici, les QRS sont élargis. Donc, par définition, j'ai un bloc de branche. Pour savoir s'il est droit ou gauche, je regarde les QRS en V1. En V1, mes QRS, ils sont négatifs. J'ai donc un bloc de branche. Allez, next. Les semi-blocs. Hémi-bloc antérieur gauche, HBAG, est égal à H hypergauche, sans bloc de branche gauche qui l'explique. D'accord? Et sans hypertrophie moléculaire gauche non plus. Le socologue a plus de 35 mm.
Ok? Donc, si hémi-bloc antérieur gauche est proposé dans un QCM, QCM qui tombe quasiment tous les ans et le vous devez regarder si l'axe du cœur est hyper gauche ou pas. S'il n'est pas hyper gauche, bah, vous cochez pas. Si l'axe il est hyper gauche, et ben vous regardez, ok, est-ce que j'ai un bloc de branche gauche qui m'explique mon axe hyper gauche? Si oui, eh bien c'est que l'axe hyper gauche est deux blocs de branche gauche, vous ne cochez pas les blocs antérieurs gauche, sinon vous cochez les blocs antérieurs gauche. En gros, si vous voulez, le rationnel qu'il y a derrière ça, c'est que vous savez que vous avez une branche droite et une branche gauche qui se divise tout de suite en branche antérieure gauche et branche postérieure gauche. Ce qui fait que l'axe du cœur se dévie vers la gauche, c'est quand la branche antérieure gauche est bloquée. Donc, quand vous avez un axe hyper gauche, vous regardez si vous avez un bloc de branche gauche. Dans le bloc de branche gauche, par définition, et la branche antérieure et la branche postérieure sont bloquées. Donc, la branche antérieure, c'est pour ça qu'un bloc de branche gauche peut très bien vous expliquer un axe hyper gauche. Alors que si vous avez un axe hyper gauche sans bloc de branche gauche, eh bien ça veut dire que seule votre branche antérieure gauche est bloquée. Donc un hémi-bloc antérieur. Et on élimine aussi la GG, l'hypertrophie ventriculaire gauche, ce serait à plus de 35 mm, parce que quand on a une hypertrophie ventriculaire gauche, par définition, on a beaucoup plus de myocytes dans le ventricule gauche, et du coup, ça peut attirer toute l'électricité vers eux. Donc, c'est pour ça que l'AGG est également une cause d'accident. Okay. Pour l'hémibloc postérieur gauche. Alors, hémibloc postérieur gauche, HBPG, est égal à axe hyper droit, point. Il n'y a pas de semblant. HBPG est égal à axe hyper droit, point. Et il y en a un qui est tombé d'ailleurs il y a 1 an ou 2 ans. C'est la première fois que ça tombe. Bon, c'est très rare, l'hémibloc postérieur gauche, mais c'est ok, alors ensuite, les blocs les blocs bifasciculaires. Les branches, ouais. Mais du coup, ça veut dire que quand on a un axe hyper gauche ou hyper droit, on peut direct dire qu'il y a un hémibloc antérieur ou postérieur gauche? Exactement, sauf si tu as un axe hyper gauche et tu as un bloc de branche gauche. Dans ce cas-là, tu as un bloc de branche gauche, tu ne peux pas parler d'hémibloc. De toute façon, dans un D'accord. QCM, tu ne peux pas cocher bloc de branche gauche et hémibloc antérieur gauche. Oui, Parce mais que pour par les écosses, définition, on n'a pas de dans le bloc de branche QCM. gauche, les deux hémibranches sont bloquées. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais c'est juste que parce que pour les écosses, on n'a pas de QCM, donc bah il y a des D3 et des D4. Oui, mais Pour les négos, ça, on va le mettre dans ça, en vrai. C'est un peu branchement. C'est un bloc de branche droit avec un axe vers gauche. Du coup, l'axe hyper gauche, signe d'un hémibloc antérieur. Si tu as un axe hyper gauche, et si tu as un bloc de branche gauche, l'axe hyper gauche, c'est le rectangle. ok, Quand tu as un axe hyper droit, ça c'est toujours le signe d'un hémibloc. ok, c'est bon. Oui, merci. Ouais. C'est de la carte. La branche c'est antérieure gauche, antérieure gauche. Ok. Donc en bloc c'est quand vous avez deux blocs. Donc ça arrive dans 3 situations. Soit un bloc de branche droit avec un hémibloc antérieur gauche, on dit un bloc de branche droit avec un axe hyper gauche. Ce bloc, particulière. Soit un bloc de branche droit avec un axe hyper droit, autrement dit un bloc de branche droit avec un hémibloc postérieur gauche. Vous avez deux blocs, bloc bifasciculaire. Ou alors le bloc de branche gauche en soi est un bloc bifasciculaire parce que dans le bloc de branche gauche et la branche antérieure et la branche postérieure gauche sont bloquées. En soi, même si c'est rare qu'on utilise le terme bloc bifasciculaire pour parler de la bloc de branche gauche, en fait, j'ai partout des blocs de branche.
C'est clair, ça? Ouais. Ouais. Un bloc de branche droite, il va dévier dans l'axe. Donc, si tu as un bloc de branche droite et un axe dévié, l'axe dévié, c'est le digne d'un équilibre. Un axe dévié à gauche, c'est un équilibre en parlant d'autre associé. L'axe dévié à droite, c'est un équilibre qui peut se faire à gauche, associé avec l'autre grand. Ouais, mettre entre parenthèses. Ouais. Alors, c'est grave qu'on utilise ce terme-là pour parler de bloc de branche gauche. En soit, dans le bloc de branche gauche, il y a la branche intérieure et la branche postérieure. Ouais. T'as deux branches bloquées. C'est normal, c'est normal. Je le trouve embêté. Alors, Je peux dire la suite. Je peux dire, c'est mes direct. ça fait circuit d'une longue personne qui va faire comment par trois, après, une fois qu'on se retrouve ici, c'est tout. Comme ça, des femmes dans l'hospital, voilà, c'est que, voilà, que du gars, tu regardes les récents, mais en fait, on est là avec toi. Tu regardes les récents, ça vient les récents. On peut regarder les récents en D2 c'est donc un axe. Ensuite, mes tresses sont larges. Donc, par définition, j'ai un total de branches. Donc, les bras gauche, je regarde quand bien ici. Dans votre branche, j'ai un axe vers gauche. Est-ce que j'ai un bloc de branche gauche? Explique mon axe vers gauche. C'est donc que l'axe vers gauche, c'est le signe d'un des blocs derrière. J'ai donc un bloc gauche, bloc, un bloc, facile. Wow. J'étais presque. La dernière fois qu'il y a un droit et un axe vers gauche. Donc, le grand droit et un axe vers gauche. Un axe vers gauche, comment j'interprète? Je m'explique mon axe vers gauche. Non, bah, du coup, c'est donc mon axe vers gauche, c'est un développement arrière gauche. J'ai un bloc de branche droit et un développement arrière gauche, c'est deux blocs. En fait, il y a deux. Un bloc qui sont touchés, facile. Le deux spectacles qui sont faits sur les deux petits bras. C'est vrai. C'est vrai. Alors, on fait ça sur Moi, tu vois, je suis un Comme vous avez compris ce qu'on vient de dire, c'est à peu près le même principe. C'est-à-dire, une extrasystole, je vous rappelle, c'est une cellule quelque part, il faut la réclamer. Vous avez un QRS qui est plutôt prévu. Derrière le tir, il y a un point du châtaigne pour lequel il n'était pas préparé, dans le point qui est inscrit. C'est-à-dire qu'il y a un recours qui est compensateur. Donc, il y a un extrasystole, c'est QRS majeur, ça va être un recours compensateur. On vous demande de savoir bien si elles sont atriales ou ventriculaires. En fait, la extrasystole, c'est soit ventriculaire atriale. Là, vous avez OD, ce que j'ai désolé pour la qualité. Donc, l'extrasystole atriale qui sort ici, et bien, un flux part de là, il va bien descendre, c'est polariser les deux ventricules en même temps. Donc, le QRS d'extrasystole supraventriculaire sera fin, d'accord, et il aura le même fait que ce ventriculaire. Alors que si vous avez l'extrasystole ventriculaire qui part d'un des deux ventricules, forcément, le ventricule par l'extrasystole, ça va être fixe. Forcément, le ventricule d'où par l'extrasystole, je sais pas.
Bon. Si vous avez l'extrasystole ventriculaire, il part d'un des deux ventricules. Bah forcément, le ventricule qui ouvre par l'extrasystole, lui là, il va se dépolariser avant les deux ventricules ne vont pas se dépolariser en même temps sur l'extrasystole, donc le QRS de l'extrasystole ventriculaire sera large, forcément. Il n'aura pas la même tête que si on est là. Donc là, par exemple, ici, on est tout bien, tout régulier, etc. Hop, un QRS est un peu prévu avec derrière un recompensateur. Ceci est une extrasystole. Hein. Le QRS F1, il a la même tête que celui d'avance. Sol supraventriculaire. On continue. À nouveau, un QRS précoce avec un recompensateur. Ceci est une extrasystole. Hein. 2. Le QRS est large, il n'a pas la même tête que celui d'avance. Donc, c'est une extrasystole ventriculaire. Je suis désolée, ça n'a peut-être rien à voir, mais comment on différencie ça d'un BAV? Et c'est souvent que et c'est pas le même foyer de vie. Et il y a forcément une trace. Ouais. Ouais, ça. Mais le SI est différent là, on la voit plus. Normalement, elle est différente. Ah, exactement. Ouais. C'est la même. Sexuel. Bon, Ok. C'est dur. ça et BAV. Voilà. C'est le effet que j'ai dit tout à l'heure par normalement, l'influx qui part d'une sinusale va dépolariser les deux oreilles. Il va donner à l'ECG. Donc, puis l'influx, là, au niveau du nerf ventriculaire s'arrête. Après, il marque une pulse qui se traduit par l'espace clair. Ici, espace clair. Et ensuite, la dépolarisation des ventricules qui viennent de QRS et monter la repolarisation. Parfois, vous confondez le bloc sino-atrial et le bloc atrioventriculaire. Pour ça, il faut vraiment que vous preniez des mots au sens propre. C'est-à-dire qu'un bloc sino-atrial, c'est un bloc entre le nœud sinusal et les oreillettes, autrement dit à ce niveau-là. Or, qu'est-ce qui traduit ici sur le CG? Eh bien, ce sont les ondes P. D'accord? Donc le BSA, ça me donnera un problème sur les ondes P. L'espace PR, lui, ici, il va très bien. D'accord? Avec QRS aussi. Bon. Le BSA 1, c'est simple, on ne voit pas le CG. Vous n'aurez jamais à cocher, vous l'oubliez. Le BSA 3, les 3, c'est toujours les pires. Le BSA 3, c'est le pire des BSA. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire sur un problème d'onde P? Bon, bah, il n'y en est pas du tout. Okay, donc le BSA 3, c'est G 0 onde P. Vous voyez par exemple ici, là, vous avez QRST tout là, QRST tout là, QRST tout là, QRST tout là. Il y a 0 onde P. Et donc, au bout d'un moment, sous les oreillettes, au niveau du nœud, bah, il y a un échappement disjonctionnel. Avant la bifurcation des branches, vous avez le QRST. Et enfin, le BSA2, ben, par élimination, le BSA2, c'est une onde P qui disparaît de temps en temps, comme ça. Donc, vous voyez, PQRST, 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 PQRST. Vous attendez à avoir une onde P ici, il n'y en a pas. Puis on reprend, PQRST, PQRST. Vous attendez à avoir une onde P ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas non plus, puis on reprend. Parfois, il peut y avoir un échappement jonctionnel, parfois pas. Donc, les BSA, vous devez les retenir comme ceci. Les BSA, ça me donne un problème sur les ondes P. Le 1, je ne peux pas le voir, je ne le coche jamais. Le 3, c'est le pire, donc c'est j'ai 0 onde P nulle part. Et par élimination, le BSA2, c'est une onde P qui manque de temps en temps. Ensuite, juste par curiosité, les D4 peuvent lever la main? Et les D3? Ensuite, les blocs atrioventriculaires. Alors, pareil, le bloc atrioventriculaire, il faut que les preniez au sens propre. C'est-à-dire qu'un bloc
atrioventriculaire, c'est un bloc entre les oreillettes et les ventricules. Autrement dit, au niveau du nœud atrioventriculaire. Donc ici. Or, qu'est-ce qui traduit ici sur le CG? Eh bien, c'est l'espace PR. D'accord? Donc le BAV, ça me donne un problème sur l'espace PR. D'accord? Les ondes P, elles sont toutes là. Elles vont très bien, elles sont toutes là. Et les QR aussi, ça donne un problème sur l'espace PR. Les ondes P, elles sont toutes là. Le BAV1, donc là, généralement, vous le connaissez bien, c'est un allongement régulier et constant de l'espace PR à plus de 200 millisecondes, d'accord? À plus d'un grand carreau, à plus de 5 petits carreaux, à plus de 5 fois 40 millisecondes, d'accord? Tout ça, c'est des synonymes, il faut savoir coucher. Les BAV2, alors Mobile 1, Mobile 2, vous savez qu'il y a une histoire où il y en a un, où il y a un PR qui s'avance progressivement avant que le QRS il saute, l'autre, on a un QRS qui saute de temps en temps comme ça sans prévenir. On va d'abord aller au BAV3, on reviendra au BAV2 après. Le BAV3, c'est le 3, donc c'est le pire des BAV. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il y a de pire sur un problème de BAV? Bah, du coup, c'est un blocage complet entre oreillette et ventricule. Du coup, eh bien, vous avez vos oreillettes qui tournent, mais vous avez un blocage complet sous les oreillettes. Et donc, au bout d'un moment, sous le bloc, il y a une cellule qui va se dire, ah merde, je suis plus dépolarisé, eh bien, je m'échappe. Et vous allez avoir du coup un échappement ventriculaire qui va être lent et de manière complètement indépendante des ondes P qui elles-mêmes sont régulières entre elles. Ok? Et chacun fait sa vie de son côté. Vous avez les ondes P régulières entre elles et les ondes. Alors là, il y a que le 2 QRS, je ne peux pas savoir si c'est régulier, mais c'est parfois par c'est régulier. Ouais. On parle pas de bloc de champ. Julien. Voilà. Alors parfois, alors là c'est pas spécial, on voit un peu. Alors parfois une petite astuce, si vous êtes dans un QCM, vous avez un doute si c'est un BAV3 ou pas, parfois comparer les ondes T entre elles. Et parfois vous verrez qu'il y a une onde T qui n'a pas exactement la même tronche que celle d'avant, c'est qu'en fait il y a une onde P dans l'onde T, et donc ça vous rassure, ah c'est bien, j'ai bien toutes les ondes T qui sont là régulièrement. Alors maintenant, les BAV2. Alors, vous savez qu'il y a une histoire où il y en a un, où c'est un espace PR qui s'allonge progressivement jusqu'à tellement s'allonger qu'au bout d'un moment, il y a un QRS qui saute, et l'autre, c'est un QRS qui disparaît de temps en temps comme ça sans prévenir. Bon, là, il faut se trouver son moyen technique. Et moi, je me disais à l'époque, ok, qu'est-ce qui est plus proche du BAV3? Un espace PR qui s'allonge progressivement jusqu'à tellement s'allonger qu'au bout d'un moment, il y a un QRS qui saute, ou un QRS qui disparaît de temps en temps comme ça sans prévenir. Je me disais qu'un QRS qui disparaît de temps en temps comme ça sans prévenir, c'est quand même plus proche du BAV3, donc c'est vu le Mobile 2. Et du coup, par élimination, le Mobile 1, c'est un espace PR qui s'allonge progressivement jusqu'à tellement s'allonger qu'au bout d'un moment, bah, le QRS il saute. Ça, de trouver son moyen de le technique, il faut le savoir. D'accord? Ça tombe tout le temps. Donc, Mobile 1, vous avez un espace PR qui s'allonge progressivement jusqu'à tellement s'allonger qu'au bout d'un moment, bah, le QRS il saute. Mobile 2, vous avez un espace PR qui est stable, allongé ou pas, et tout d'un coup, hop, un QRS qui disparaît sans prévenir. Alors maintenant, si je vous demande de regarder ça, là, qu'est-ce qu'on a? On a toutes nos ondes P qui sont là. Donc déjà, je ne suis pas dans du PS. Ensuite, là, visiblement, j'ai un QRS qui manque de temps en temps, j'ai un problème entre les ondes P et les QRS, ça corrige sur du BAV. Et là, en regardant comme ça, j'ai l'impression que j'ai un QRS qui saute de temps en temps comme ça sans prévenir, avec un PR qui est stable. Donc, je suis plutôt dans du BAV2, mobile. Alors, attention. Vous avez vu que la différence entre le Mobile 1 et le Mobile 2, c'est que dans les deux cas, j'ai des QRS qui manquent. Mais la différence entre le Mobile 1 et le Mobile 2, c'est est-ce que mon espace PR s'allonge ou pas avant que le QRS y saute. Pour voir si l'espace PR il s'allonge ou pas, la technique, c'est de comparer le dernier espace PR avant que ça saute avec le premier espace PR du cycle. Parce que s'il y a un allongement de l'espace PR, vous le verrez d'autant mieux en comparant le dernier espace PR avant que ça saute avec le premier du cycle. Tout le monde va comprendre. Si je vous dis, donc là on regarde rapidement, on a l'impression que le PR est stable. Maintenant, si je vous dis, regardez cet espace PR là, regardez-le bien lui. Et maintenant, regardez cet espace PR là. Il y en a, vous voyez que c'est allongé. D'accord? Donc c'était du BAV2 Mobile 1.
Parce que parfois, les facières, ils s'allongent de manière tellement progressive qu'en les regardant les uns après les autres, on peut ne pas voir que ça allonge. D'accord? Donc, pour voir si ça allonge, je vais comparer le dernier remplaçant avec le premier. Bon, alors avec le premier suivant. Voilà. Et ensuite, dernière chose sur les mots, sur les. Je peux laisser un peu dire combien je pense bien. Ça s'allonge tout. Première. Ouais, tu Si le nombre de réponses, 3, 4. Pour le nombre de QRS. 1, 2, 3. D'accord? Donc du BAV2 plus 1 en 4 pour 3. C'est le nombre monté pour le nombre de QRS. Le gars, c'est un errata de l'ancien KB, maintenant qui est à jour. Ça, c'est du 4 pour 1, c'était faux. Ouais, c'est sur KB il y a longtemps. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est régulier. Ça sera toujours dans cet ordre ou ça peut. Ah non, ça ne change pas. Là, vous avez une 3 entrées pour le QRS. Et 3 pour le BAV. On a 2 onglets bloqués d'affilée, c'est le BAV pro 2. Enfin, un cas particulier qui est le suivant. Là, on a PQRST, P pas QRS. PQRST, P pas QRS. Et bien là, vous ne pouvez pas savoir. Si vous êtes dans BAV2 Mobile 1 avec un espace PR qui s'avance progressivement mais qui s'est tellement allongé d'un coup que le QRS est sauté, ou si vous êtes dans du BAV2 Mobile 2 avec un QRS qui saute toutes les 2 secondes. Et là, vous ne pouvez que conclure en BAV2 en 2 pour 1. Et donc, vous ne pouvez pas savoir si c'est du mobile simple ou du mobile 2. Dans la vraie vie, il y a des techniques, on ne demandera pas à l'utilisateur. D'ailleurs, vous pouvez le faire, ça, il y a 2-3 ans, à BAV2 pour 1, ils ont proposé juste BAV2 pour 1. Tu ne veux pas savoir si c'est sur quelque chose. Ouais. Parce que tu vois que cette montée, elle est conduite après quoi. Dans le BAV3, tu n'as jamais un même espace PR parce que c'est pas monté qui donne le QRS. Tu vois que l'espace PR, c'est toujours le même. Donc forcément, tu vois bien que le QRS est dû à cette montée. Il ne faut pas se rien monter qui donne le QRS. C'est le phrase anarchique. Dans le BAV3, une faciès, c'est jamais fait. C'est complexe. D'accord. Ah oui, oui, oui. Pardon, je me ça va, ça va. Voilà, vous devez regarder. Ok. Donc, ok, mais pour les BAV, BAV1, espace PR allongé de manière constante à plus de 200 millisecondes. BAV2, donc dans les deux cas, j'ai les QRS qui manquent. Si mon PR il s'allonge progressivement avant que le QRS il saute, c'est du mobile 5. Si mon PR il est stable avant que le QRS il saute, c'est du mobile 2. Et BAV3, j'ai un blocage complet entre oreillette et ventricule, c'est complètement dissocié. Alors, on revient à la syncope. Dans la syncope, vous avez des facteurs dits de haut risque que vous devez connaître par cœur parce que la présence de moins un de ces facteurs impose une hospitalisation en musique avec surveillance stoppée. Comment ça télémétrie. Ces facteurs, c'est une syncope qui survient à l'effort, ou alors en position allongée, ou alors qui survient en présence de cardiopathie connue ou d'années ouvertes d'un souffle, notamment par exemple un couple de réactivation orpique. S'il y a des anomalies, s'il y a des palpitations pré-syncope, qui du coup vont suggérer un trouble de rythme à l'origine de la syncope, ou s'il y a des anomalies ECG, quelles qu'elles soient. Et la présence d'au moins un de ces facteurs impose une hospitalisation en cardiologie avec surveillance stoppée, donc en musique ou en sac élémentaire. Bon, moi, mon conseil à l'EDN, si vous avez un doute sur est-ce qu'il faut hospitaliser ou pas la syncope, comme doute, cochez hospitalisation. D'accord. En gros, les syncopes qu'on n'hospitalise pas, c'est les syncopes vasovagales hypertypiques. Mais à l'EDN, on ne va pas mettre un dossier sur une syncope vasovagale. Je pense que le dossier va s'arrêter à la question 2. D'accord. Forcément, on va vous mettre un ECG avec des trucs rigolos, des éliblocs, des papiers branches, etc. Donc, il y aura des anomalies à l'ECG. Donc, il faudra hospitaliser le malade. Ok. Alors, maintenant, les troubles de conduction qui, si vous les avez, enfin, les troubles de conduction de haut degré,
euh, qui, si vous les avez, imposent la pose d'un pacemaker, c'est tout ce qui est supérieur ou égal à 2. Donc, autrement dit, au moins un BSA2 ou BSA3, ou au moins un BAV2 mobile 2 ou BAV3. D'accord? Si vous avez ça, ça s'appelle un trouble de conduction de degré, ça impose la pose d'un pacemaker. Donc, autrement dit, une syncope avec juste à l'ECG un bloc bifasciculaire, un bloc de branche droit, un hémibloc antérieur gauche ou un BAV1 ou même un BAV2 mobile 1, ça ne pose pas, n'indique, ça ne suffit pas pour poser un pacemaker. Okay. Et encore une dernière chose, ce qu'on appelle le bloc de branche alternant. Le bloc de branche alternant, en fait, c'est un ECG. Vous avez un bloc de branche droit. Et quelques secondes, quelques minutes, quelques heures plus tard, vous refaites le CG. Et le bloc de branche droit, il est devenu bloc de branche gauche. Et ça, en fait, ça veut dire qu'en fait, c'est ce qu'on appelle un bloc de branche alternant. Ça veut dire que vos trois branches sont altérées, elles sont malades, elles codiquent entre elles. Ce qu'on appelle un bloc trifasciculaire, c'est un équivalent de BAV3, pose d'emblée de pacemaker. Et l'autre type de bloc de branche alternant, c'est si vous faites votre CG et vous avez un bloc de branche droit avec un hémibloc antérieur gauche, autrement dit, un bloc de quelques secondes, quelques minutes, quelques heures après, vous faites votre CG et l'hémibloc antérieur gauche, il est devenu hémibloc postérieur gauche. Autrement dit, l'axe, il est passé de hyper gauche à hyper droit. Voilà, pareil, ça veut dire que vos trois branches sont altérées et qu'elles codiquent entre elles. C'est ce qu'on appelle un bloc trifasciculaire, c'est un équivalent de BAV3, pose d'emblée de pacemaker. Ouais. Le BAV3, ça prend du coup comme sur le ou pas on ne posera pas la question. Parce que tu as des techniques pour dépisser, c'est plutôt du Mobix 2, pour le pacemaker, du Mobix 1, donc pas de pacemaker, mais pourquoi pour un problème. Et à la fin, si tu veux, d'accord. Alors maintenant, si vous avez une syncope, en critique, à l'ETN, une syncope avec à l'ECG un bloc bifasciculaire. Autrement dit, vous avez une syncope, et à l'ECG, vous avez un bloc bifasciculaire, donc un bloc de branche droit et un hémibloc antérieur. Et là, vous me dites, ok, il suffit que le patient, en fait, il bloque sa branche postérieure seule, parce que du coup, tout soit bloqué, qu'il fasse du DAV droit et qu'ils sont parfaits. Donc, chez les patients qui font une syncope avec à l'ECG des troubles de conduction, pardon, quels qu'ils soient, hormis les troubles de conduction de haut degré, où là on met d'emblée le pacemaker, eh bien vous me dites qu'ils ont probablement du BAV3 paroxystique. Donc je reprends. Vous avez une syncope. Vous avez deux possibilités. Première possibilité, vous avez d'emblée un trouble de conduction de haut degré à l'ECG. BSA2, BSA3, BAV2 mobile 2, BAV3. Là, vous mettez d'emblée le pacemaker. Deuxième possibilité, c'est ce dont on parle maintenant. Vous avez une syncope avec à l'ECG des troubles de conduction, mais qui ne sont pas de haut degré. Donc, un bloc de branche, un hémibloc, un BAV1, un BAV2 mobile 5, bref, ce que vous voulez. Eh bien, vous vous dites, ok, il a fait une syncope, il a des voies de conduction qui visiblement sont déjà un petit peu malades, probablement qu'il fait du BAV3 par autisme. Donc, vous l'hospitalisez avec surveillance scopée en cardiologie pendant 2-3 jours, 48-72 heures. Si pendant votre surveillance scopée de 48-72 heures, à un moment sur le scope, vous voyez du BAV3 paroxystique, eh bien, tant mieux, vous avez le diagnostic, vous posez le pacemaker. Tant mieux. Si en revanche, pendant cette surveillance scopée de 48-72 heures, vous n'objectivez pas, c'était tombé d'ailleurs le si en revanche, pendant cette surveillance scopée de 48-72 heures, vous n'objectivez pas de trouble de conduction de haut degré, alors, ça ne veut pas dire que le patient ne fait pas de trouble de conduction de haut degré. Si ça se trouve, il fait du BAV3 paroxystique tous les 5 jours, vous l'avez regardé que pendant 3 jours, bah, il n'en a pas fait simplement parce que vous n'avez pas regardé assez longtemps. Et donc, dans ce cas-là, bah, on n'abandonne pas. On va faire ce qu'on appelle une exploration électrophysiologique endocavitaire, qui, si elle est positive, eh bien, on lui mettra le pacemaker. L'exploration électrophysiologique endocavitaire, qu'est-ce que c'est? L'idée, en fait, c'est on va monter une sonde via la veine fémorale.
On met une sonde à la fémorale, on met une sonde à l'intérieur, on pousse, tac, tac, le cave inférieur, oreille à droite. On vient mettre notre sonde en face des voies de conduction du patient et on va mesurer le temps que met spontanément l'influx pour passer des oreillettes au ventricule. Et on va notamment mesurer le temps que met spontanément l'influx pour passer du faisceau de His au ventricule, ce qu'on appelle le temps HV, H pour His, V pour ventricule. Et si ce temps est au-delà de 70 millisecondes, eh bien, il faudra mettre un pacemaker. Le rationnel qu'il y a derrière ça, c'est qu'on se dit, ok, si l'influx il met plus de 70 millisecondes pour passer du faisceau de His au ventricule, alors que c'est genre collé, bah, c'est vraiment que les voies de conduction sont hyper altérées. Donc c'est sûr que mon patient il fait du BAV3 paroxystique, donc j'impute ma syncope à du BAV3 paroxystique, donc je lui mets le pacemaker. Donc si l'explo est positif, on lui met le pacemaker. Et en revanche, si l'exploration est normale, si le HV est normal, eh bien c'est là qu'on va lui implanter le fameux Holter ECG implantable, le Reveal. Mais le Reveal, c'est le nom commercial de la boîte qui fait ça. Donc on ne mettra pas Reveal, on mettra Holter ECG implantable, ou alors ils appellent ça parfois aussi moniteur d'événements implantables, ou enregistreur d'événements implantables, bref. Qui est en fait une petite clé USB qu'on met sous la peau à ce niveau-là, d'accord, et qui va enregistrer le rythme du patient en continu pendant 3 ans. Et le rationnel de ce truc-là, c'est qu'on se dit, ok, pour cette syncope-là, tant pis, j'abandonne. Je ne sais pas à quoi elle est due. Le patient, il rentre chez lui avec son rythme, et si dans les 3 prochaines années, il refait une syncope, eh bien, on pourra interroger le rythme et voir s'il y a une anomalie électrique à l'origine de cette syncope, et si oui, si on a vu qu'il y a eu un BAV3, eh bien, on mettra le patient. Ouais. Il y a pas des sujets pas implantables. Oui, il y a des hauteurs OTG de 24 heures que tu peux mettre, mais ça, c'est plus dans un bilan de palpitation. Le patient qui se sort de palpitation de temps en temps, qui quasiment tous les jours, tu lui dis, on va vous mettre des électrodes là, avec un boîtier qui est en 24 heures, il rentre chez lui, il revient le lendemain. On espère qu'il ait fait les palpitations pour voir quelle anomalie technique a donné les jeunes. C'est différent. Donc, l'algorithme que vous devez connaître par cœur. Enfin, plus de rêver, ça ressemble à ça. Okay, comme ça, on met ça plus donc, l'algorithme que vous devez retenir par cœur, c'est syncope. Vous avez une syncope. Vous faites le CG. Soit, d'emblée à l'ECG, vous avez un trouble de conduction de O2. Dans ce cas-là, vous mettez dans le pacemaker. Soit vous avez des troubles de conduction, mais qui ne sont pas de O2. Le grand classique qui est à l'EPN, c'est un bloc bifasciculaire avec un bloc de branche droit et un alignement antérieur. Et bien, vous hospitalisez le patient avec surveillance scopée intracyclogique. Si pendant cette surveillance scopée de 48-72 heures, à un moment, vous objectivez un trouble de conduction de nez, un BAV3, eh bien, tant mieux, vous mettez le pacemaker. Sinon, vous faites l'exploration électrophysiologique endocavitaire. Si elle est positive, donc pendant la même hospitalisation, si elle est positive, vous mettez le pacemaker. Et si elle est normale, eh bien, vous mettez le Holter ECG implantable. Et si un jour il retrouve une bradycardie, eh bien, vous mettrez le pacemaker. Okay, ça, c'est parfait. Tout le sujet de syncope à l'EDN, c'est je comprends tout ça bien, sinon je suis alors, maintenant, les BAV3. Alors, dans les BAV3, en réalité, il y a 3 types de BAV3. Le BAV3 qui est au niveau du nœud atrioventriculaire, ici, qu'on appelle le BAV3 nodal. Le BAV3 qui est au niveau du faisceau de His, ici, qu'on appelle le BAV3 ici. Et le BAV3 qui est sous le faisceau de His et qui coupe les deux branches en même temps comme ça, qu'on appelle le BAV3 infra ici. Bon. Si on a un BAV3 nodal, bah, du coup on a un blocage complet ici, et donc au bout d'un moment, cette cellule-là se dit merde, je ne suis plus dépolarisé, je m'échappe. D'accord? Et donc vous allez avoir un échappement qui va partir d'ici, et qui va venir descendre, dépolariser les deux ventricules en même temps.
Donc, les QRS d'un échappement haut situé d'un BAV3 nodal seront fins. Ok, parce que ça vient dépolariser les deux entités en même temps. Et l'équation sera bradycard, mais pas non plus la cata, genre 40-50 par minute. Alors que si vous avez un BAV3 infra-lycien qui coupe les deux branches en même temps comme ça, et bien au bout d'un moment, vous allez avoir une cellule d'une des deux branches, par exemple celle-ci là, qui va se dire merde, je ne suis plus dépolarisé, je m'échappe. Et donc l'échappement va partir d'une des deux branches, par exemple celle-ci. Et donc forcément le ventricule d'où part l'échappement, lui là, eh bien il va se dépolariser avant l'autre. Donc les deux ventricules ne vont pas se dépolariser en même temps sur cet échappement. Donc c'est pour ça que les QRS d'un échappement pas situé d'un BAD3 infra-lycien seront larges. Okay. Et les patients sera beaucoup plus radical à moins de 35 par minute. Parce que vous savez que plus l'échappement est pas situé, plus il est lent. Okay. Il peut être extrêmement lent. Hein. C'est ça, quand on regarde, là, vous avez différents 50 par minute, il y a ça dans le mètre, c'est pas le malin. Question de celui-ci. Là, qu'est-ce qu'on a? Alors, en fréquence cardiaque, vous ne pouvez pas grand-chose. On va rester à 50 par minute. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a une fréquence cardiaque qui est lente, avec des QRS qui sont lents et réguliers, de manière complètement indépendante, des ondes P qui elles-mêmes sont régulières entre elles. C'est donc un BAV3. Donc, ça, le DN, pour le cochon. Ce qui va faire la différence, c'est est-ce que c'est plutôt un BAV3 nodal avec un échappement constitué ou un BAV3 infrahaïtien avec un échappement pas situé? Et bien là, la fréquence cardiaque, elle est à 30-35 par minute. Et on voit que les QRS, ils sont larges. Si j'ai des QRS qui sont larges, ça veut dire que mon échappement n'est pas situé. Donc c'est un BAV3 infrahaïtien. Et alors ça, c'est un peu du bonus. Mais là, vous voyez qu'il y a un aspect de bloc de branche droit avec des QRS larges qu'on évite en dehors des deux. En fait, là, c'est pas un bloc de branche droit. Pour parler de bloc de branche, il faut que l'influx vienne d'en haut, passe par les voies de conduction. Ça veut dire que probablement l'échappement est part du ventricule gauche. Et du coup, le ventricule gauche va se dépolariser avant le ventricule droit. Quand le ventricule droit il se dépolarise avec retard par rapport au ventricule gauche. C'est pour ça que ça donne un aspect de bloc de branche droit, mais c'est pas que la branche droite est bloquée, c'est juste ce qu'on appelle un retard droit, secondaire au fait que l'échappement part du ventricule. Ça, c'est good. Okay. Donc, pour résumer, les BAV3 nodaux donneront un échappement à QRS 100 et patient sera bradycarde, mais pas non plus la catage, 40-50 par minute, d'accord? Alors que les BAV3 infra-lyciens donneront un échappement à QRS large et le patient sera beaucoup plus radical à moins de 35 par minute et donc beaucoup plus symptomatique et donc beaucoup plus grave. Okay, le BAV3 lycien, il n'est pas tombable à l'EDF. Trop difficile à voir, c'est entre 35 et 40 minutes sur un dernier, un effort, c'est entre 40 minutes. Posera pas l'extrait. Ça fait un mois que je le fais plus. Je fais plus. Mais je fais pas de différence. Ça va compliquer à la base. En fait, je fais des calculs. Alors, maintenant, Bon, dernière leçon. Les patients dans la croix de la petite minute. Check le médicament d'infection de fréquence labiale. Et l'hydropénaline. D'accord, on met en PSE, isoprénaline, d'accord? Isoprénaline. Et seulement l'isoprénaline ne permet pas de réaccélérer la fréquence cardiaque, eh bien, on va monter une sonde d'entraînement électrosystolique. Isoprénaline, et seulement si échec de l'isoprénaline, on va monter une sonde d'entraînement. Le principe, c'est on descend le patient en bloc, et on lui monte une sonde via la veine fémorale, on pousse, tac tac, le clavier inférieur, oreille droite, ventricule droit, on met la sonde dans le ventricule droit, et là, de la voie, elle sort, elle est connectée à un boîtier, on va stimuler le ventricule. En attendant de poser le pacemaker le lendemain.
Ça peut être une sorte de pacemaker quantique. Et également, en effet, quand on est dans une situation d'urgence, ça c'est bien pour les échos, et il faut le dire, je mets un défibrillateur à portée de main, parce qu'en effet, le temps de mettre la sonde d'entraînement, parfois en mettant les patchs sur le défibrillateur, les patchs peuvent stimuler comme un pacemaker. Ça fait très mal aux patients, mais ça marche pour les patients d'urgence. Donc, l'immense majorité des cas, c'est isoprénaline. Et seulement si l'isoprénaline ne permet pas de vacciner le malade, on monte la sonde d'entraînement. Alors, deux exceptions à ça. C'est le cas des bradycardies dans un contexte aigu d'infarctus du myocarde. Ou soit on est dans le cas d'un infarctus, une bradycardie sur un infarctus inférieur, donc D2, D3, AVF, autrement dit une occlusion de la coronaire droite, ou en fait dans ce cas-là ce sont des bradycardies de mécanisme vagal. Donc dans ce cas-là le traitement c'est de donner de l'atropine qui est un antivagal, donc qui va lever la couche neurologique vagale. Ça va lever la bradycardie. Okay. Alors, le mécanisme de ça, il est assez complexe, il n'est pas encore complètement maîtrisé, mais grosso modo, de la coronaire droite, en fait, il y a une petite artère qui part et qui va vasculariser le système vague. En fait, le système vague il est branché sur le cœur et quand il est stimulé, il ralentit le cœur. Et en fait, quand il y a une occlusion de la coronaire droite, et bien cette petite artère, quand elle est occluse, elle déconne et elle va hyper stimuler le système vague. Et du coup, ça va faire une bradycardie par un mécanisme vagal. Donc, une bradycardie à cause d'un acquis neurologique et non pas à cause d'une lésion de voie de conduction. Donc, dans ce cas-là, on demande de l'atropine qui est un antivagal, ça va lever la bradycardie. Et derrière, très souvent, il n'y aura pas besoin de mettre un pacemaker. Les voies de conduction sont saines. Alors que le deuxième cas particulier, c'est le cas d'une bradycardie dans un contexte aigu d'infarctus antérieur, où cette fois-ci, on va d'emblée monter la sonde d'entraînement. Parce qu'en fait, vous savez que l'infarctus, notamment antérieur, est une situation en soi à haut risque de troubles du rythme ventriculaire. Okay. Or, l'isoprénaline, c'est une catécholamine. Donc, c'est pro-arythmogène. Donc, on va éviter de mettre un médicament pro-arythmogène sur une situation qui est déjà au risque de troubles du rythme ventriculaire. C'est pour ça que dans ce cas-là, on met d'organisation d'entraînement. Et très souvent, les DAV3 sont les infarctus inférieurs, donc c'est une occlusion, par exemple, de l'IPA. En fait, c'est les DAV3 à cause des voies de conduction qui sont complètement détruites par l'infarctus. Généralement, ça ne récupère pas et puis derrière, il va falloir mettre un pacemaker. Ok. Alors, on ne pose pas un pacemaker en urgence. C'est-à-dire que un patient qui fait un DAV3 dans la rue, le SAMU arrive, il ne va pas d'abord l'emmener au bloc pour avoir son pacemaker, puis en musique. D'accord, c'est pas comme un ST+, d'abord en groupe et en musique. Non, un BAV3, on l'hospitalise toujours en musique d'abord pour faire un bilan étiologique. D'accord, un patient, il peut très bien rester pendant 24 ou 48 heures sous isoprénaline ou avec une sonde d'entraînement. Le bilan étiologique, on vérifie qu'il n'y a pas un infarctus du myocarde derrière, donc on donne du troponine et on fait des cœurs. On fait un Liono à la recherche d'une hypercalémie. Je vous rappelle, l'hypercalémie, ça ralentit tout, quand ça élargit tout, ça donne des trucs de conduction. Pour la calémie, retenez en gros, l'hypercalémie, ça ralentit tout, ça élargit tout, okay, alors que l'hypocalémie, ça excite, ça donne des troubles durés. Okay. Donc ça, pour l'avoir en tête, le grand classique, c'est mamie déshydratée par la canicule et des soucis EC, déshydratée, insuffisance rénale fonctionnelle, insuffisance rénale fonctionnelle, hypercalémie, et avec 3 symptômes. Évidemment, on corrige l'académie et ça va corriger le DAV3. On dose une TSH parce que rarement les très grandes hypothyroïdies peuvent donner des DAV3. Donc, on en a eu 2 cette année-là, non? J'avais vu ça avant, mais voilà. Et enfin, à l'écho, on regarde s'il n'y a pas également un rétrécissement aortique calcifié associé, parce que parfois dans le rétrécissement aortique très calcifié, il y a les calcifications de la valve aortique qui peuvent venir éliminer sur les voies de conduction et entraîner des troubles de conduction. C'est ça que c'est un système, ça on explique régulièrement. Les rétrécissements aortiques sont souvent associés à des troubles de conduction. Bref. Voilà. Et dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas de cause de BAV3. C'est la vieillesse. Là, la conduction, ok? Ouais, parce qu'en fait, la valve aortique, elle est juste à côté des voies de conduction.
Et quand la lame de leur est très calcifiée, les calcifications elles peuvent venir déterminer si on va sur les soins ou pour créer des troubles de condition. C'est ça que tu vois un peu. Bon, et donc, le traitement pour éviter ça, évidemment, c'est le pacemaker. Alors, faut bien comprendre le principe d'un pacemaker. Un pacemaker, c'est une pile reliée à une, deux ou trois sondes dans le cœur. Alors, donc en fait, comment ça se passe? On ouvre ici le couple, d'accord? On cherche une veine, on prend une première sonde, on la met dans la veine, d'accord? Et on va jusqu'au bout. Voilà. Donc, en fait, c'est-à-dire, c'est une pile reliée à une, deux ou trois sondes dans le cœur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque sonde, elle a deux fonctions. Une première fonction dite d'écoute, où en fait la sonde, elle est dans la cavité où elle est. Et si elle entend un influx spontané, eh bien elle ne fait rien. En revanche, elle peut aussi stimuler, c'est-à-dire que si elle n'entend pas d'influx spontané au-delà de X secondes dans la cavité où elle est, eh bien elle va stimuler pour créer une dépolarisation artificielle. Okay. Donc chaque sonde va écouter. Si elle entend un influx spontané dans la cavité où elle est, bah, elle ne fait rien. En revanche, elle peut également stimuler, c'est-à-dire que si elle n'entend pas d'influx spontané au-delà de X secondes, eh bien elle va stimuler pour créer une dépolarisation artificielle. Les pacemakers, ils peuvent être simples, double ou triple champ. Dans l'immense majorité des cas, les pacemakers qu'on met, ce sont des pacemakers double champ. Donc avec une sonde dans l'oreillette droite et une sonde dans la ventricule droite. Donc concrètement, comment ça se passe? Je vous ai dit, on ouvre sous l'épaule ici, on cherche une veine, on met une première sonde à l'intérieur, on pousse, tac tac, jeune cave supérieure, oreillette droite, on la met dans l'oreillette droite, on prend une deuxième sonde, on la met dans la même veine, on pousse, tac tac, jeune cave supérieure, oreillette droite, ventricule droit, et on la met dans les ventricules. Alors, pourquoi? Soit on est dans le cas d'un PAV. Dans le PAV, je vous rappelle, j'ai des ondes qui sont là, mais j'ai un blocage complet sur les oreillettes, et du coup, j'ai pas de ventricule. Donc, dans ce cas-là, la sonde ventriculaire, elle se comprend bien, elle est dans le ventricule droit, et si jamais elle n'entend pas de QRS spontané au-delà de X secondes, elle va se cumuler pour créer un QRS artificiel. Ok. Dans ce cas-là, à quoi sert la sonde dans l'oreillette droite, dans le BAV? Sachant que la chercher en BAV, elle a des ondes P. Et bien, l'idée, c'est que si votre sonde ventriculaire droite, elle stimule n'importe quand, eh bien, elle risque de stimuler pendant l'onde P du patient, et du coup, le ventricule, il va se contracter alors qu'il est censé se remplir. Du coup, ça ne va pas, c'est des bugged systems, ce qu'on appelle une désynchronisation atrioventriculaire. Donc, le seul objectif de la sonde dans l'oreillette droite, dans le BAV, c'est d'écouter les ondes P spontanées du patient pour synchroniser la stimulation ventriculaire aux ondes P du patient pour que le QRS artificiel arrive bien après l'onde P du malade. Et en gros, la sonde elle est dans l'oreillette droite, elle entend, elle écoute les ondes P, elle fait ok, attention, sonde BD, c'est bientôt à toi, go, stimule. Ok, donc l'objectif de la sonde dans l'OD, c'est de synchroniser la stimulation ventriculaire et QRS artificielle avec l'onde P spontanée que la sonde dans l'oreillette droite va écouter pour synchroniser oreillette et ventricule et que la systole ventriculaire arrive bien après la systole atriale. Alors maintenant, dans le BSA, dans la dysfonction sinusale, on vous dit également qu'on met un pacemaker. Vous voyez exemple ici. En gros, là, vous voyez qu'il y a une stimulation ventriculaire, mais il y a un spike avec un QRS. Et vous voyez qu'il arrive bien après, à chaque fois, après l'entrée du patient. C'est bien possible. Alors, maintenant, à quoi sert la. Donc, maintenant, dans le BSA, dans le bloc sino-atrial, dans la dysfonction sinusale, on vous dit également qu'on met un pacemaker double champ. Pourquoi? Dans le BSA, je vous rappelle, c'est j'ai pas gonflé. Donc, la sonde dans l'oreillette droite, on la comprend bien, elle est dans l'oreillette droite, et si elle n'entend pas d'onde P spontanée au-delà de X secondes, eh bien, elle va stimuler, créer une onde P artificielle, et a priori, il n'y a pas de BAV associé, donc un flux va bien descendre et donner un QRS. Alors, dans ce cas-là, à quoi sert la sonde dans le ventricule droit, dans le BSA? Ça ne sert à rien. Vous êtes d'accord là-dessus? Mais on s'est aperçu que les patients qui faisaient du BSA, très souvent, quelques années après, ils développaient du BAV.
Donc, plutôt que de les réopérer pour leur rajouter une sonde ventriculaire droite, on leur met d'emblée en double chambre, en sachant très bien qu'au début, la sonde VD ne servira à rien, mais que très probablement, quelques années après, elle servira. Ok. Maintenant, la seule indication du pacemaker simple chambre pour l'EDL, c'est le VAD sur de la FA permanente. Pourquoi? Parce que un patient qui est en FA permanente, par définition, il n'a plus d'onde P et il n'en aura plus jamais. Donc dans ce cas-là, il n'y a plus de notion de synchroniser la stimulation ventriculaire aux ondes P du patient, vu qu'il n'y a plus d'onde P. La sonde atriale, elle ne servira à rien, donc on n'avait pas. C'est pour ça qu'on vous dit dans le bouquin que la seule indication de pacemaker simple à chambre, c'est le VAB sur de la FA permanente. Enfin, le pacemaker voilà. Le pacemaker triple chambre, donc OD, VD, VG, ça nous dit quoi. Alors, le pacemaker triple chambre, il n'y a pas d'indication de pacemaker triple chambre pour le D. Ne cochez pas pacemaker triple chambre à l'EDL. Attention, je ne parle pas du défibrillateur triple chambre, qui lui, évidemment, a des indications. Et ça, c'est un dossier d'insuffisance cardiaque. D'accord? Le pacemaker triple chambre n'est pas d'indication à l'EDL. Il y a des indications dans la vraie vie, mais c'est la pure spécialité. On en parlera de l'insuffisance cardiaque. Vous ne cochez pas le pacemaker triple chambre à l'EDL. Attention, on ne parle pas du défibrillateur triple chambre, donc ça veut dire que ok. C'est le temps du temps. Ouais. Le truc, la pas dans les ventres, on a fait une série. Il faudrait qu'on n'arrive pas, mais t'as un DAV complet, mais t'as rien, c'est pas possible. La boîte travaille pas dans les lettres, c'est un DAV complet, il y a rien dans les ventricules. Bon, il y a des petits points. Alors, c'est donc, alors, là, je vais légendaire la radio là. Donc là, on a un pacemaker, ok, vous avez une sonde là et une sonde là. Vous voyez quoi? Ouais, ça passe. Donc là, vous avez deux sondes. Qui est qui? Eh bien, là, on a une sonde qui est dans la cavité la plus en haut à droite du cœur, qui est la cavité la plus en haut à droite du cœur, et du coup, celle-là, comment on savoir si c'est VD ou VG? Alors, si vous avez un pacemaker double chambre, si vous voyez que deux sondes, ça peut que être OD ou VD. Le OD, VG, ça existe. Si sonde ventriculaire gauche idéale, c'est forcément qu'il y a ajouté une sonde ventriculaire droite à c'est un triple. Là, pareil ici, là vous avez deux sondes, une sonde qui est en haut, donc c'est l'oreillette droite, et là, une sonde qui est en bas, donc c'est que. Ok, si vous voyez que deux sondes, c'est forcément une sonde dans le lait, une sonde dans le début. Dans le double champ OD, VG, ça existe. Alors maintenant, si vous avez une dyspnée après une pause, un pacemaker, par un. Donc, bon là, vous savez, l'information, bref, c'est l'objet d'un pneumothorax, on a dit que les aiguilles, les fléchettes, vous découpez rapidement, soit il est juste pas bien, dans ce cas-là, vous faites sa case, vous mettez un brin droit. En fait, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est que, quand on met un pacemaker, je dis, on ouvre ici et on cherche une veine. Et parfois, on cherche une veine pour l'ouvrir et mettre les sondes, parfois on cherche la veine avec une aiguille. Et vu que le poumon est juste derrière, eh bien, on peut trouer le poumon avec l'aiguille. On peut faire un pneumothorax. Voilà. Moi, mon conseil là-dessus, c'est que vous êtes peut-être déjà aperçu sur des dossiers de pneumo ou pas, que parfois les pneumothorax ils sont hyper difficiles à voir. Genre, ils sont tout là-haut, là, on les voit pas, ça. Donc, moi, mon conseil, c'est à l'EDL. Si vous avez un dossier, on met un pacemaker et on vous dit quelques heures après, le patient est dyspnéique. Quel examen réalisez-vous?
Voilà, donc les radiothorax. Et là, même si vous ne voyez pas de pneumothorax, cochez-le. D'accord. Il est là que vous voyez là. Et juste précise que vous n'êtes pas surpris, le pacemaker, il peut être mis là à gauche ou à droite, peu importe. Alors, la deuxième complication qu'on peut avoir, mais il est très rare des pacemakers, c'est la tamponnade. Parce qu'en glissant nos sondes, si on vise trop loin, on peut trouver la cavité cardiaque. On développe la carte tamponnade, et on a c'est plutôt un tableau de choc cardiaque. Ouais. Ouais. Ah, enfin, il y a un. Oui, c'est 80% des cas. Ça, c'est un peu. Ouais, enfin, ça, là, il y a un pneumothorax. Là, il y a un pneumothorax. On va mettre un peu. Il y a un pneumothorax. Jamais été une chose. Il y a un petit. C'est là, après. Et tu peux voir l'articuler. Ça, vous voyez. Wow. Alors, quand le pacemaker stimule, ça fait que c'est une exercice vertical. On appelle un spike. Ensuite, si vous avez un spike, là où vous attendez à avoir une montée, bah, vu que c'est une stimulation axiale. Si le spike il est juste avant un QRS ou comme un QRS, bah, c'est que c'est une stimulation ventriculaire. Okay. Donc, par exemple, ici, là, on a un spike Ouais, quoi. avant là, on va avoir une montée, une stimulation axiale, avec derrière un QRS spontané. C'est-à-dire que parfois, on ne voit pas le perpétuel derrière le spike axial. Il ne faut pas que ça se perturbe. Si vous voyez un spike là où vous attendez d'avoir une montée, c'est que c'est une stimulation axiale, comme histoire. Là, ici, notre spike, vous voyez qu'il donne un QRS, donc c'est une stimulation ventriculaire. Mais le spike, il donne un QRS, forcément, ça monte dans les ventricules avec des Démonstration. Et enfin, en fait, maintenant, les pacemakers qu'on met, ils arrivent à entraîner une dépolarisation artificielle en envoyant des influx plus petits. Et donc, les spikes, on les voit de moins en moins. Donc, si sur un dossier, on vous demande est-ce que le patient est électro-entraîné par son pacemaker ou pas, il faut absolument que vous zoomiez sur votre iPad. Parfois, les pages sont tout petits. Et là, vous voyez qu'on a bien un spike apical et un spike en écoute. Mais bon, c'est pas un thème à la complémentaire. C'est vrai que parfois, dans la vraie vie, on regarde le grand. C'est chiant. Ça, c'est un peu juste. Alors, ensuite, un patient qui est stimulé par son pacemaker, stimulé par le ventricule droit, à l'étage ventriculaire. Forcément, son ventricule droit, il va se dépolariser avant le ventricule gauche, vu que ça stimule dans le ventricule droit. Et donc, un patient qui est stimulé par son pacemaker, du coup, ses ventricules ne sont pas dépolarisés en même temps. Donc, c'est pour ça que, eh bien, les QRS seront larges chez un patient qui est stimulé par son pacemaker. Okay. Et le taux, c'est que comme le pacemaker est stimulé dans le ventricule droit, le ventricule droit il se dépolarise avant le ventricule gauche. Autrement dit, le ventricule gauche il se dépolarise avec retard par rapport au ventricule droit. C'est pour ça qu'à l'ECG, on a toujours un aspect de bloc de branche gauche, mais ce n'est pas la branche gauche qui est bloquée, c'est juste un retard gauche du fait que le pacemaker stimule dans les ventricules droit. C'est-à-dire que vous voyez là, le patient est stimulé par son pacemaker à l'étage ventriculaire. Vous voyez que les QRS sont larges, c'est complètement normal, d'accord, avec un V6, un aspect double positif, un aspect de bloc de branche gauche. Tous les patients qui sont stimulés par leur pacemaker à l'étage ventriculaire, ils ont cette ECG. Donc c'est pour ça qu'on vous dit qu'un patient qui est stimulé par son pacemaker, on ne peut pas savoir si de manière sous-jacente il a un bloc de branche ou pas, parce que dans tous les cas, à l'ECG, il aura un aspect de QRS large avec un aspect de bloc de branche gauche. Non, on peut pas savoir. Le pacemaker, comme les défibrillateurs, ont les contrôles tous les 6 mois, 1 an, et quand il n'y a plus de piles, on change le boîtier du pacemaker, on change la pile.
Ok. On change que la pile, pas les sondes. Les sondes, elles restent en place à vie, hein. Je vous rappelle, le pacemaker il est divisé en deux. Vous avez le boîtier ici qui contient la pile et les sondes qui sont vissées ici et qui sont vissées de l'autre côté dans les cavités cardiaques. Quand on dit qu'on change le pacemaker parce qu'on n'a plus de batterie, et bien plus qu'on réoprécie, on dévisse les sondes là, on enlève le boîtier et on met un boîtier neuf avec une nouvelle. Alors, on n'est pas censé vous demander la programmation d'un pacemaker à lever. Ce n'est pas les cardiologues qui font ça, c'est les cardiologues rythmologues. Néanmoins, si vous avez un psychopathe, je demande carrément parfois malheureusement, comment vous programmez le pacemaker? La réponse est DDD, c'est un pacemaker double chambre. Ça veut juste dire que ça écoute et ça stimule dans les deux cavités, DDD. Et c'est DVI, c'est simple chambre, ça veut dire que ça écoute et ça stimule uniquement dans le ventricule. Okay. Bon, évidemment, il y a encore d'autres configurations, mais déjà, on n'est pas censé de poser la question à l'EPL. Il n'y aura jamais ça. Et maintenant, alors je dis les plus durs, en fait, c'est pour le futur, ce qu'on en met pas mal, c'est les pacemakers sans sonde. En gros, on a déjà pas depuis 4-5 ans des nouveaux pacemakers, qui sont tout petits comme ça, et en fait, ils contiennent à la fois et la pile et la sonde. Ils font des petites jantes d'amarrage ici comme ça. Et en fait, il faut bien les mettre. Pour l'instant, on les met dans le ventricule droit. Il faut bien les positionner dans le ventricule droit. Et donc là, avec des jantes d'amarrage, ça s'accroche dans le ventricule droit. Et ensuite, on se casse. Il ne reste plus que cette petite capsule. On tient et la pile et la sonde. Et du coup, il n'y a plus les risques de fracture de sonde, d'endocarditis sur sonde, etc. J'imagine que ça lance mon Et cœur. aujourd'hui, on les mettait que sur le ventricule droit, donc on les met que chez les patients qui sont en BAV3 sur une FA permanente. Mais là, depuis un mois, ils ont sorti un nouveau qu'on peut mettre également dans l'oreillette droite. Donc, probablement, peut-être que dans 10 à 15 ans, tous les patients auront juste des petites capsules comme ça dans le cœur, il y aura plus des pacemakers spécifiques que ça. Ouais, il faut. Le soleil, quand batterie de 7-8 ans, et quand t'as plus de batterie, t'en as un autre truc. Non, mais ça existe depuis assez longtemps, vous devez en mettre. S'il y a une endocardite sur sonde, on doit retirer les sondes. S'il y a une endocardite sur sonde, on retire la sonde. Aujourd'hui, le pacemaker non existant dans beaucoup de pacemakers et des défibrillateurs pendant 15 ans, ils sont IRM compatibles. Or, vous savez qu'on change de boîtier tous les 6 ans, donc tout le monde a un pacemaker ou un défibrillateur IRM compatible. La seule chose, c'est qu'il peut y avoir des interférences entre la programmation du PM et du défibrillateur et les ondes électromagnétiques de l'IRM. Et donc, c'est pour ça qu'un patient qui a un pacemaker ou un défibrillateur, il doit obligatoirement, avant l'IRM, voir un rythmologue sur place qui programme l'appareil en mode IRM. C'est-à-dire, un patient qui a un pacemaker pour du BAV3 permanent, qui est tout le temps stimulé par son pacemaker. Eh bien, s'il va faire une IRM comme ça, eh bien, le pacemaker peut prendre les ondes électromagnétiques de l'IRM pour des QRS spontanés et du coup arrêter de stimuler. Donc le patient il sera comme dans la machine. Si je ne pas en ligne, son radiologue sera pas correct. Et où un défibrillateur, si un patient qui a un défibrillateur automatique interne, s'il va faire une IRM comme ça, eh bien le défibrillateur il peut prendre les ondes électromagnétiques de l'IRM pour de la fibrillation ventriculaire et du coup choquer. Donc le patient il comprend et se compte comme ça que les gens qui ce n'est pas très sympa. Et donc comme vous avez des traits humains, eh bien avant l'IRM, il faut programmer l'appareil en mode IRM. En gros, si c'est un pacemaker, vous dites, OK, là, quoi qu'il, pendant 1 heure, tu stimules tout le temps. Même si tu crois qu'il y a des QRS spontanés, tu stimules. Tu n'écoutes pas ce qu'il y a autour de toi. Donc, si c'est un défibrillateur, on désactive la fonction défibrillateur le temps d'IRM. Le patient, il va faire son IRM, dès qu'il sort de la machine, hop, on le reprogramme tout de suite en mode normal. Tout ça pour dire que c'est dans un poste. Et on vous met Madame Truc, 74 ans, est amenée aux urgences pour une hémiplégie gauche totale. On vous dit, il y a 5 ans, elle a eu un pacemaker pour du diabète paroxystique. Est-ce que vous faites l'IRM cérébrale? Eh bien, ça dépend. Si on vous dit clairement dans l'énoncé,
il y a un cardiologue sur place? La réponse est oui, on fait l'IRM. Si on vous dit clairement il n'y a pas de cardiologue sur place, alors là, non, l'IRM est strictement contre-indiqué. Et si on ne vous précise pas, bah c'est pas bien, normalement la question devrait sauter, mais dans le doute, si on ne vous précise pas, peut-être comme s'il y avait pas de cardiologue sur place, c'est peut-être pas bien. Mais nous, enfin, pas du quotidien, mais ça arrive régulièrement que les neurologues, bon, moi je suis rythmologue, c'est le bureau qui m'appelle, et puis moi j'ai une alerte embolie, je pense AVC, elle a un PM, peut venir s'il te plaît le régler avant l'IRM. Ouais, pas de souci, je descends, tu règles et tu fais l'IRM. Comme je pense, c'est comme ça. Et évidemment, il faut un cardiologue. Mais voilà, les spectateurs ou les opérateurs, dans l'IRM, ils ne peuvent pas voler comme ça de travers la table. Expliquons quoi se fera maintenant. Allez, dernière note sur la semaine. Qu'est-ce qu'on va faire dans la Quelle heure c'est? C'est le cas du sang. T'as pas que- En gros, il y a une notion générale à bien apprendre, qui est c'est un patient qui a un antécédent d'infarctus. Eh bien, il a une coronaire qui s'est bouchée. Du coup, il a toute une partie, généralement du ventricule gauche, qui a nécrosé. D'accord. Et du coup, il a une cicatrice dans son ventricule gauche. Cette cicatrice, c'est de la fibrose. Et en fait, cette fibrose, elle contient des myocytes qui, par définition, sont malades. Et en fait, ces myocytes malades, ils ont tendance à relarguer leur électricité. C'est pour ça qu'un patient qui a un antécédent d'infarctus, eh bien, il est beaucoup plus à risque de faire de la tachycardie ventriculaire que les autres. Et c'est pour ça qu'on vous dit dans vos bouquins et dans les repos que toute syncope sur un antécédent d'infarctus, eh bien, c'est une TD jusqu'à preuve de contraire. Je peux ça. Et à fortiori, s'il a eu des palpitations avant. En gros, le gars, il est parti en TD, il a remonté les palpitations, il casse connaissance, la TD s'arrête, il reprend connaissance. Okay. Donc, quand vous avez une syncope sur un antécédent d'infarctus, c'est hospitalisation avec surveillance scopée en usine obligatoire. Et vous allez faire une exploration électrophysiologique endocavitaire. Vous allez lui monter une sonde dans son cœur, mais cette fois-ci, pas pour mesurer le temps que met spontanément l'influx pour passer des oreillettes au ventricule. Là, on s'en fout. Mais pour faire ce qu'on appelle une stimulation ventriculaire programmée, où en gros, on va lui mettre une sonde dans son ventricule et on va le stimuler rapidement. Et si vous mettez une sonde dans vos ventricules et vous stimulez rapidement, bon bah, vous n'allez pas être rapidement, mais il ne va rien se passer. Si le patient, en quelques stimulations, il part en TD, vous dites, ah ouais, le gars est hypersensible, genre à peine de chatouiller un peu, il part en TD, c'est sûr du coup qu'il fait de la TD spontanément, donc j'attribue ma syncope à de la TD. Okay, donc le principe de la SVP, de la stimulation ventriculaire programmée, c'est qu'on va stimuler dans le ventricule du patient, et si on déclenche de la TD, eh bien ça pose le diagnostic de syncope sur TD. Ça, c'est un patient sur qui on avait fait une SVP le jour. Là, vous voyez, on stimule rapidement dans les ventricules, vous voyez les sacs ventriculaires, et ok. Le TD, c'est la place de la TD. Ça a brûlé les sites qui sont malades, ils déchargent la TD. Et toujours pour le DM, quand vous avez TD, sauf dans un contexte aigu d'infarctus, je pose le défibrillateur automatique central. Okay. Parce que l'ablation TD, ça marche pas toujours, et vous savez que TD qui s'arrête spontanément, ça fait une syncope. C'est bon, une syncope, c'est peut-être très grave, parce que une syncope en volant, qui n'est pas très bien, au volant. Les TD peuvent très bien dégénérer en générateur ventriculaire. C'est ça, c'est toujours un générateur ventriculaire. Là, si vous avez la TD, dans le DEL, chuter, et fait la TD. Ok. Bon, on va terminer pour la semaine.